On va laisser le temps à tout le monde de rentrer tranquillement, pas vite. Bonjour à tous. C'est un grand privilège de venir vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me passionne particulièrement. Donc, un gros merci aux organisateurs pour cette merveilleuse opportunité. Puis, sans plus tarder, vu qu'on a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui, je vous invite à la rencontre des squatteurs de la Haute-Gatineau. Et voilà. Donc, voici ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans les 20 prochaines minutes. Donc, on va se transporter au 19e siècle pour essayer d'imaginer la vie des premiers colons de la Haute-Gatineau. Donc, d'où viennent ces gens? Comment ils interagissaient-ils avec les communautés qui étaient déjà présentes sur le territoire? Donc, on parle ici, naturellement, du gouvernement colonial, les barons du bois, mais aussi des communautés autochtones. Donc, pourquoi est-il important d'étudier ces individus? Bien, on va commencer avec une petite touche personnelle. Donc, je suis né au Lac-Cayman, personnellement. Et mes parents avaient l'épicerie lorsque je suis né. Donc, vous pouvez voir à l'image ici. J'ai toujours été passionné par l'histoire, mais je m'étais rarement posé de questions sur mes propres origines, essentiellement. Donc, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des experts du 19e siècle, puis de m'attarder par la suite à un sujet qui n'était pas tellement épluché, puis on va voir pourquoi aujourd'hui. Donc, M. Philemon Wright, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Bon, l'histoire de l'Outaouais est riche, naturellement, mais elle reste souvent dans l'ombre de ses grands personnages. Donc, M. Wright, ceci étant dit, il va rester très présent dans la présentation aujourd'hui. Donc, il est un pilier de l'historiographie de l'Outaouais, mais puis il est super intéressant aussi. En fait, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un ami sur un article concernant M. Wright et la relation qu'il entretenait avec le gouverneur général d'Alousie. Ceci étant dit, pour l'Outaouais, ça ne se limite pas juste à ça, comme on a entendu aujourd'hui un peu plus tôt. Donc, mon but est d'étudier et de comprendre les gens qui vivaient alentour de ces grands personnages, qui étaient un peu plus dans l'ombre. Donc, c'est quoi, en fait, un squatteur dans le contexte du Bas-Canada? Donc, dans le cadre de cette présentation, le terme squatteur fait référence à un pionnier qui s'aventure et se fixe sur des territoires non encore occupés. Donc, dans le cas de la Haute-Gatineau, on va parler des terres de la couronne, donc le territoire qui appartient encore au pouvoir colonial, principalement parce qu'il n'y avait pas une tonne de propriétaires terriens en Haute-Gatineau. Donc, de facto, les squatteurs avaient tendance à s'installer sur des terres de la couronne. Ceci étant dit, si on regarde des endroits comme les cantons de l'Est, bon, c'est une toute autre situation. Donc, le terme squatteur a une autre signification, vu qu'on occupait principalement les terres privées. Petite mise en contexte, rapidement, avant de commencer dans le vif de notre sujet. Au début du 19e siècle, le début du 19e siècle, plutôt, est synonyme de changement pour le gouvernement britannique. Donc, les conflits armés cessent. La fin de la guerre de 1812, le gouvernement britannique se tourne vers l'ouest. On tourne la page rapidement, on se tourne vers l'ouest pour occuper le territoire en question. Donc, ceci s'image bien avec l'effondrement du middle ground entre le pouvoir colonial et les groupes autochtones du Canada. Donc, quelques mots sur ce concept. Donc, en quelques mots, pendant le régime français et le régime britannique, les relations euro-autochtones évoluent sur un terrain d'entente basé sur un respect de nature économique. Donc, identifié comme le middle ground par l'historien Richard White. Selon lui, cette zone tampon située entre le territoire européen et les Autochtones permet l'existence d'un dialogue entre les deux cultures. Bon, au début du 19e siècle, ce middle ground-là s'effondre. Pour plein de raisons. Donc, l'Angleterre a peu d'intérêt à soutenir une relation d'égal à égal avec les Premières Nations, quand ils ne sont plus une menace à l'intégrité territoriale, et leur utilité comme alliés militaires devient tout simplement négligeable. Donc, malheureusement pour eux, le gouvernement tourne la page. Qu'est-ce qu'il y en a en Outaouais? Il y a deux autres concepts que j'aimerais qu'on s'y attarde avant de sauter dans le sujet, donc celui de Leader and Associates et la Gatineau Privilege. Donc, c'est deux concepts qui vont avoir une influence sur comment les squatteurs ont évolué en Haute-Gatineau par la suite. Donc, le concept de Leader and Associates, donc dès la fin du 18e siècle, c'est une mesure incitative qui sera l'outil de prédilection du régime anglais afin d'occuper et de coloniser les terres dans l'ensemble de l'Amérique du Nord britannique. Donc, c'est un système qui attribue à un leader la responsabilité d'organiser et de distribuer une étendue de terre dans le but de développer un canton, libérant ainsi le gouvernement britannique, mais surtout d'un point de vue financier, de le faire.
Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'il y a eu de l'abus un peu partout, c'est généralement le cas, dont par M. Philemon Wright, qui s'est accaparé beaucoup de terres. Donc, le système, en fait, est abandonné assez rapidement, donc en 1809, à cause de l'abus. Ceci étant dit, pour l'Outaouais, les torts étaient déjà faits. M. Wright et ses associés ont pris contrôle à l'embouchure des rivières des Outaouais et de la Gatineau. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de la Gatineau Privilege, par contre? Donc, M. Wright, encore une fois, Philemon, qui siège maintenant à l'Assemblée législative du Bas-Canada en tant que représentant du nouveau comté d'Ottawa, travaille bien sûr pour ses concitoyens, mais aussi pour sa famille. Donc, en 1832, la Crowd Timber Office octroie à la famille Wright et à quelques exploitants la Gatineau Privilege, mesure assurant le monopole de la coupe de bois sur la rivière Gatineau. Donc, on parle ici principalement de ses fils, donc Ruggles, Tiberius et Christopher Columbus. Selon la Gatineau Privilege, ces gens avaient le droit de couper 2000 pins rouges par année sur la rivière Gatineau, mais aussi ça limitait, en fait, la colonisation était interdite, et ce, jusqu'en 1842. Donc, avec tous ces concepts, qui sont les squatteurs? Donc, avant de sauter, encore dans le sujet, il faut regarder les sources. Donc, pour plein de raisons, très peu de sources proviennent directement des squatteurs. Donc, il a fallu trouver des gens qui ont eu des échanges avec ces gens-là pour peindre leur portrait. Donc, les deux sources de prédilection pour l'étude que j'ai faite étaient les archives d'arpentage et les rapports de missionnaires. Donc, l'arpenteur géomètre est envoyé sur le terrain afin de mettre en place un ordre logique à un environnement qui était dit sauvage. Il est en quelque sorte le premier représentant du gouvernement à débuter la légitimation de la terre. Donc, les rapports peuvent contenir des listes de noms identifiés comme squatteurs, mais ce n'était pas leur job de faire un recensement. Donc, des fois, l'information peut être très parcellaire. Donc, les missionnaires, eux, ont sillonné les terres du Québec depuis l'arrivée des premiers colons en Amérique du Nord, ça, c'est pas nouveau. Les missions se poursuivent au 19e siècle. On a entendu parler beaucoup des Oblats de Marie-Immaculée. Dans le cadre de la présentation ici, on va parler beaucoup de la réserve de Maniwaki, puis de sa création, parce que ça devient, pour les Oblats de Marie-Immaculée, une plaque tournante à partir de 1851 pour leur mission. Cependant, comme dans le cas des archives d'arpentage, ce n'était pas, les squatteurs n'étaient pas leur priorité. On préférait les missions réservées aux Autochtones ou du moins les missions de chantier. Encore une fois, on peut trouver des petites brides d'informations qui sont pertinentes dans le cadre de cette étude. Donc, voici le territoire qui est à l'étude. Donc, on commence avec le canton de Hinks et Elwyn. Canton de Hinks contient la ville du Lac-Sainte-Marie. Et on monte jusqu'au Basse-Caton, où ce qui était le Basse-Caton. Mais on va se rendre compte rapidement qu'il y a 3 endroits de prédilection que les sources semblent privilégier. Soit Maniwaki, naturellement, le Lac-Sainte-Marie, mais aussi Notre-Dame-la-Visitation, qui est aujourd'hui Gracefield. Et on y va avec les premiers constats. Donc, naturellement, on parle de sources indirectes. Donc, on a très, très peu de sources, voire pas du tout de sources de gens qui se disaient squatteurs. Il y en a un peu, mais pas une tonne. Mais donc, l'information qu'on a est assez sec, je dirais, mais est tout de même pertinente. Donc, on parle d'une population qui est majoritairement anglophone, qui est issue de la première vague d'immigration en provenance des îles britanniques. Ceci étant dit, il y a quand même une population qui est francophone, mais à des endroits un petit peu plus spécifiques. Donc, la grande vague d'immigration francophone vient après 1870, suivant l'appel du curé Labelle, pour coloniser l'Ouest, en fait. Pauvreté généralisée, taux d'analphabétisme très haut, puis on parle en fait de quelques centaines de familles tout au plus. C'est un petit groupe, mais qui vaut quand même la peine d'être exploré pour comprendre comment que les choses se passaient et comment, essentiellement, les villages qu'on connaît aujourd'hui se sont créés. Bon, avant de sauter dans nos 3 études de cas, le premier qu'on va faire, ça va être à Gracefield, donc à la Visitation. Donc, avant de sauter là-dedans, ce serait important de comprendre qu'est-ce que le système agroforestier. Donc, Normand Séguin définit le système agroforestier comme suit. Donc, il s'agit d'une économie de type particulier définie par la coexistence d'un secteur agricole et d'un secteur forestier, unis dans un même espace par des liens de complémentarité. Donc, il y a 2 aspects à couvrir. Premièrement, l'absence ou une grande faiblesse d'intégration du secteur agricole aux circuits commerciaux.
Puis le deuxième point, la dépendance plus ou moins poussée du secteur agricole aux activités forestières. Donc, ce sont deux concepts qu'on voit très clairement dans la documentation. Et pour le prouver, on va regarder les rapports d'arpentage de M. John Lawrence O'Hanley et de James MacArthur. Donc, M. O'Hanley, en 1856, lorsqu'il arpente le canton d'Aumont, attire l'attention sur le manque flagrant de route sur la rivière Gatineau. Donc, dans son rapport datant de 1956, comme je disais, l'auteur ajoute que malgré le fait que les terres sont très arables, dans le canton d'Aumont, les habitants, je vais aller avec la citation en anglais, are cut off from all communications with the outer world except in winter when nature provides the material for roads. Donc, il n'y a pas moyen de se rendre à Bytown ou Montréal pour vendre leurs produits, sauf l'hiver, lorsque les rivières sont gelées, puis on peut circuler. Donc, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a rien du tout. Extrêmement difficile de s'y rendre. MacArthur, près de 10 ans plus tard, aborde dans le même sens. Je vous évite la citation, mais essentiellement, ce qu'il dit, c'est que les rapides causent encore plus de problèmes. Donc, si certains squatteurs étaient prêts à se rendre à Bytown, la traversée en canot était très, très difficile. Donc, les rapides étaient très dangereux. Puis, pour le deuxième point de M. Séguin, donc le fait qu'une dépendance, ou du moins il y a une interaction entre le système forestier puis les squatteurs, je vous laisse lire la belle citation de Monseigneur Guigue qui essentiellement reprend exactement le même point. Donc, les squatteurs peuvent vendre leurs fruits et légumes durant l'été et ils trouvent une bonne source monétaire durant l'hiver lorsqu'ils ne sont pas en mesure de cultiver et ainsi de suite. Donc, premier cas à l'étude, Léon Johnson et la Victoria Farm. Donc, on a parlé de ferme tout à l'heure, donc on aborde un peu dans le même sens. Donc, avant de commencer à décortiquer la phrase qu'on a à l'écran, quelques mots sur la Victoria Farm. Donc, en 1839, la famille Wright, sans le patriarche, parce qu'il est mort cette année-là, aurait commencé à spécialiser dans le bois de sciage, quelque peu différent du bois carré. Donc, leur centre des opérations, c'est la Victoria Farm, qui est à la jonction de la rivière Picanoc et Gatineau, aujourd'hui Racefield. La ferme serait nommée en l'honneur de la reine qui a pris le trône 2 ans plus tôt. Puis, la citation provient d'un rapport d'incident du fonds de la famille Wright à la Bibliothèque Archives Canada, qui porte sur la distribution de ballots de foin entre Ruggles Wright et la descendance de Tiberius Wright. Donc, la Victoria Farm, vous donne une idée qu'on produit 25 tonnes de foin par année pour alimenter les chantiers. La ferme est aussi utilisée pour l'entrepôt de bois. Donc, la simple phrase qu'on voit ici, donc essentiellement, ce que la phrase mentionne, c'est que Léon Johnson est marié, habite l'autre côté de la rivière Gatineau de la ferme la Victoria Farm, puis il a déjà travaillé à cet endroit-là, il a été licencié, puis par la suite, il fait du travail occasionnel, essentiellement. Donc, lors de la rédaction du rapport, c'est important de mentionner que le canton de Northfield et de Wright n'ont pas toujours été arpentés. La présence d'une vie familiale en bordure d'un campement à vocation forestière est très important. En fait, dans la documentation, généralement, on ne voit pas une vie familiale. On voit les chefs de famille, on voit des hommes, mais on ne voit pas une famille. Donc, le document, juste la première phrase de ce document-là est extrêmement importante. Donc, visiblement, on voit qu'il y a suffisamment de ressources pour soutenir une famille malgré les routes non praticables, puis malgré le fait que Léon ait été licencié, il y a tout de même une relation qui est établie avec la ferme pour de l'emploi occasionnel. Ceci étant dit, le système agroforestier a ses limites. Puis ici, comme je parlais avec monsieur tout à l'heure, on a une citation d'une pétition d'habitants de la Visitation en 1849, à peu près au même moment, qui justement se plaignent du fait que les compagnies forestières, surtout la famille Wright, commencent à couper du bois de sciage. Il y a moins de bois pour les maisons, moins de bois pour le chauffage. Ça commence à causer problème. Donc, qu'est-ce que cette pétition-là nous dit dans ce contexte-là? Donc, au début de la relation entre les squatteurs et les compagnies forestières, les fermiers doivent accepter les conditions dictées par les exploitants forestiers pour survivre. Il y a peu de contestation car les barons du bois détiennent la balance du pouvoir. Ils ont le gros bout du bâton, essentiellement. Oui, les squatteurs forment une bonne main-d'œuvre, mais il est fort à parier que les deux groupes sont très, très au courant de cette relation qui est déséquilibrée. Aussitôt qu'on voit une augmentation de la population, le déséquilibre fait en sorte que, ou du moins le déséquilibre semble se limiter, puis on commence à avoir une relation qui est beaucoup plus confrontationnelle, plus classique. Puis finalement, on commence à avoir ces genres de choses-là vont se régler une fois que le canton est officiellement arpenté. Mais sachez que la pétition est envoyée en 1849. Le canton en tant que tel n'a pas été érigé avant 1861. Donc, ça peut être très, très long avant qu'on arrive à une finalité.
Deuxième cas, Edward Burke et la réserve de Maniwaki. Donc, pour comprendre le cas particulier de M. Burke, il est important de fournir quelques informations sur la création de la réserve en tant que telle. Donc, il existe un avant-poste de la Compagnie de la baie du Tson, au confluent des rivières Désert et de la Gatineau dès 1819. La construction d'une chapelle est faite par les Sulpiciens en 1843. Les débuts des travaux de la mission permanente des Oblates débutent en 1849, puis le but, c'est de desservir les communautés algonquines plus au nord, en Abitibi puis en Haute-Mauricie. Le 31 août 1851, le gouvernement colonial promulgue un acte mettant de côté 230 000 acres de terre pour l'usage des communautés autochtones au Bas-Canada. 46 000 acres, ou 18,5 km², iront à la communauté algonquine, la Haute-Gatineau, soit l'ensemble du canton de Maniwaki. La population vient majoritairement du lac des Deux-Montagnes, mais on cherche à attirer aussi les habitants de l'Abitibi à se sédentariser, malheureusement. La réserve est officiellement créée en 1854. Cependant, il y a déjà des gens qui sont sur place. Donc, ici, on a M. Burke qui écrit en 1949 qu'il est un immigrant irlandais établi en Amérique du Nord depuis près de 30 ans. Il s'est installé au confluent des rivières Gatineau et Dessert en 1830. Il occupe 20 acres ou 12 arpents de terre selon Monseigneur Gig. Et il a construit une maison ainsi qu'une grange. Il désire y rester pour le restant de sa vie. Il est aussi célibataire. Donc ici sur la carte, on voit clairement l'endroit où est-ce que M. Burke est installé, juste au coin des deux rivières. On voit aussi les autres acteurs. On voit sa petite grange, sa petite maison. Donc je vous résume un peu le conflit qui existe. Donc, Monseigneur Gig identifie Burke comme étant un fermier qui cause du trouble auprès des communautés autochtones. Dans sa correspondance avec la Commission des temps de la Couronne, Monseigneur Gig mentionne que Burke fut prêt à se relocaliser, moyennant une compensation, mais soudainement, il change d'idée et il réclame beaucoup plus d'argent pour les terres qu'il a défrichées. Donc, la Couronne est d'accord avec M. Burke. Sa relocalisation mérite un dédommagement, mais ça ne vient pas de la Commission, ça vient de la communauté ou du clergé. Donc, cette situation, qui n'est pas la seule en passant, est très représentative du genre de conflit qui peut exister à l'époque entre les Autochtones et certains squatteurs de la région. C'est assez facile de dire que la relation entre les squatteurs et les Autochtones n'est pas à son meilleur, surtout lorsqu'on considère que les squatteurs sont généralement mieux défendus par le gouvernement colonial que les Autochtones. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin sur le sujet, mais si vous avez des questions, venez me voir. C'est très, très pertinent de voir ce qu'on a vu dans la commission Bagot, entre autres. Malheureusement, je ne connais pas la fin de l'histoire de M. Burke. Je ne sais pas s'il a eu son argent ou non. Ceci étant dit, en 1861, dans le recensement canadien, on peut voir qu'il figure au recensement, déjà là. Cependant, près de 10 ans après la création de la réserve, Burke est toujours installé, malgré le fait que Burke est recensé dans le sous-district de Kensington, donc qui est à l'est de Maniwaki. La colonne « Residence if out of limit » indique clairement Maniwaki. Et M. Burke ne figure pas au recensement de 1871. Dernier cas à l'étude, Amable McDougall et le lac Sainte-Marie. Donc, le lac Sainte-Marie est comme une surprise dans les sources. Il est clairement question d'une communauté pas comme les autres. Les gens installés aux abords du lac Sainte-Marie semblent présenter les mêmes caractéristiques que les squatteurs présents sur la Gatineau. Donc, groupe restreint de famille, pauvreté, analphabétisme, mais groupe linguistique. Selon le rapport de John Newman, un autre arpenteur qui était très prolifique pour les squatteurs. Donc, John Newman écrit en 1846 que plusieurs colons habitent sur les rives du lac Sainte-Marie et les environs. Il considère qu'il est difficile d'estimer exactement la quantité de personnes. N'oublions pas que ce n'est pas sa job. Puis, ceci étant dit, il semble y avoir suffisamment de personnes pour l'établissement d'une mission. J'ajouterais même qu'il y a suffisamment de monde pour écrire un paragraphe dans le rapport, chose qui était très, très rare, ou du moins, c'est des choses très rares que j'ai observées dans les sources. Donc, un bon paragraphe, c'est très pertinent de le mentionner. Donc, les différences notoires. Cependant, les arpenteurs et les missionnaires sont d'accord pour affirmer qu'il semble y avoir une forme de métissage entre Autochtones et Canadiens dans cette même région. Donc, Amable McDougall est un nom qui revient souvent dans la documentation. En juin 1845, le père des hôtels marie un certain Amable McDougall à Marguerite Regini-Kawé, tous deux du lac Sainte-Marie. De plus, 2 arpenteurs ont rencontré cet individu lors de leur exploration. Donc, premièrement, en 1948, John Allen Snow l'identifie sur sa liste de squatteurs, occupant le lac Sainte-Marie. Il est là depuis 6 ans, puis il y a environ 10 acres de terrain défriché.
Et deuxièmement, d'un rapport rédigé en 1851, l'arpenteur A.J. Russell raconte son exploration de la rivière Jean de Terre. Donc, je vous évite l'aspect technique de la citation. Essentiellement, la rivière a 8 tributaires utilisés pour charrier le bois. Par contre, il ajoute ceci. The only information I was able to gather about them was from Amable McDougall, a well-known half-breed who has been many years in the service of the Hudson Bay Company as a traveling trader. Donc, le terme, que je ne répéterai pas, est très péjoratif aujourd'hui, mais très représentatif dans la documentation de l'époque. Le fait qu'il travaille pour la compagnie d'Abitition aussi semble très pertinent dans ce type de situation. Donc, autre point pertinent, le document à l'écran provient du rapport de John Allen Snow de 1948, qui explique que les colons du lac Sainte-Marie habitent probablement les meilleures terres de la région, mais que leur subsistance est principalement assurée par la chasse et la pêche. Donc, sans affirmer qu'il est question de l'ethnogenèse d'une communauté métisse, parce que c'est une question lourde, surtout au point de vue juridique aujourd'hui, il est intéressant quand même d'exposer ces faits historiques dans le cadre d'une étude sur les squatteurs. Il est certain qu'une étude plus approfondie sur le lac Sainte-Marie serait très appréciée pour élucider ces questions-là. Ce qui m'amène à ma conclusion. Donc, entre 1812 et 1870, les sources archivistiques démontrent clairement que la rivière Gatineau est un territoire occupé par les squatteurs. Donc, les observations sur le terrain sont unanimes. Les lots à bord des cours d'eau sont déjà habités lors de l'arpentage officiel des cantons. La Haute-Gatineau, qui débute suite à l'abandon de la Gatineau Privilege en 1842. Aujourd'hui, j'ai tenté de vous exposer 3 endroits qui ont eu des interactions différentes avec les acteurs déjà sur le terrain. Donc, on a vu comme à Maniwaki qu'il y avait un conflit avec les groupes qui cherchent à s'y établir correctement, convenablement. Ensuite, à Gracefield, ou Notre-Dame-la-Visitation, on a un système agroforestier qui commence à s'effriter quand on voit les sources, surtout la pétition. Donc, une relation qui s'est établie, mais qui n'est pas éternelle. Et finalement, le lac Sainte-Marie qui semble offrir un autre point de vue sur les squatteurs qui est carrément différent de ce qu'on a observé ailleurs. Donc, sur ce, je vous remercie. Et la parole est à vous pour des questions.